qui est 50% plus grande par rapport au pourcentage des enseignants. Les thèses soutenues, on a un petit peu, les proportions sont respectées, excepté pour les centres de la santé, où le nombre, la proportion de thèses soutenues est un peu plus grande. On peut imaginer, c'est-à-dire, si on regarde les spécialités des thèses soutenues, on va trouver qu'ils sont vraiment très disparates, c'est-à-dire vous avez des domaines où vous avez beaucoup de thèses, et vous avez d'autres domaines où il n'y a pratiquement pas de thèses. Et c'est-à-dire, si vous voulez chercher un enseignant-chercheur, il faut vraiment aller peut-être chercher à l'extérieur, à l'international d'enseignants-chercheurs. C'est extrêmement important, et ça serait bien d'avoir une répartition un petit peu selon la demande. Mais le grand problème, c'est au niveau des publications. C'est-à-dire, vous avez les 45%, les 47% des sciences et techniques contribuent avec 72% des publications, voilà, dans l'ensemble des publications. Et la science de la santé contribue avec 16%. Par contre, les enseignants-chercheurs du domaine lettres, sciences humaines et arts et sciences juridiques, économiques et de gestion, qui représentent 42%, ne contribuent qu'avec 12% de leur produit, 12%, c'est-à-dire d'articles indexés dans la base de données Scopus, ce qui représente un manque important à gagner, et d'où l'objectif de mon petit mot ici, pour vous dire tout simplement et vous inciter à publier dans des revues indexées vos travaux de recherche. Monsieur le doyen, ce matin, il a bien souligné, il a dit que c'est aux chercheurs de faire le travail, c'est-à-dire c'est au niveau des chercheurs qu'il faut insister. Et je vais relever aussi une autre chose qui a été dite ce matin, que ça se passe là-dedans, c'est vrai. Ça se passe là-dedans parce que de toute façon, moi, avec mes thésards, quand ils viennent la première fois, publier un article, c'est une montagne. Impossible de publier pour eux par la première fois. Mais il faut absolument, mais une fois qu'ils ont publié une seule fois, après, c'est-à-dire, ils ne vous demandent même pas votre avis, parfois ils font des bêtises et publient dans des revues qui ne sont pas là où il ne faut pas y aller. Et je vais vous une parenthèse. Nous avons des compétences. Vous avez des compétences. Croyez-moi, vous êtes aussi compétent, voire mieux, que n'importe quelle autre université ou que n'importe quel autre pays. Moi, j'ai vu comment les chercheurs marocains se comportaient. Et d'ailleurs, l'exemple qu'on a vu ce matin, si une amie, c'est pas une n'est pas peut-être avec nous, un exemple, mais vous en avez des milliers de comme ça. Et que vous êtes capable, et il faut le faire. Alors, quel est l'intérêt de publier dans une revue indexée? Faire connaître ses recherches et les protéger. Ben oui, les protéger, parce que quand vous publiez dans une revue indexée, normalement, il y a un comité de lecture qui va regarder, et si le travail est fait, c'est-à-dire si vous avez publié dans une revue indexée, personne d'autre ne peut le republier. Parce que de toute façon, le comité de lecture va dire ce travail-là a été publié par le professeur X. Et donc, c'est une protection parfaite pour vous. Et croyez-moi, des travaux des chercheurs marocains dans le domaine des sciences humaines et sociales, d'autres pays qui les publient à l'international, et nos chercheurs ne s'en rendent même pas compte. Alors, aussi, se faire connaître dans sa communauté de recherche et associer son nom à une expertise particulière, bien sûr. C'est-à-dire, vous avez publié un certain nombre d'articles, et tout de suite après, on va associer votre nom à votre spécialité, et à chaque fois, on va faire appel à vous. C'est extrêmement important. Et susciter des échanges, de la coopération nationale et internationale, et surtout la participation à des projets nationaux et internationaux. Je vais prendre juste un petit exemple. Quand j'étais, moi, au ministère, le dernier mail envoyé, c'était de demander des noms, juste des noms, des enseignants-chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales, n'importe quelle spécialité, pour participer à des projets de recherche qui sont, on a des porteurs de projets, c'est-à-dire dans le cadre du programme Horizon Europe, programme européen. Et le dernier mail envoyé, c'était de 227 millions d'euros et pour 150 projets. Il suffit juste de donner le nom et vous allez intégrer une équipe de recherche, c'est-à-dire qui va travailler sur le projet, et comme ça, c'est-à-dire vous allez recevoir le financement,
Et les publications, automatiquement, elles vont être des publications indexées, vous allez, c'est-à-dire devenir à l'international, une personne à l'international. Alors, prendre part à des réunions, des débats sur des sujets d'actualité, d'orientation. Rien que le projet, c'est-à-dire le programme Horizon Europe, chaque fois quand ils veulent lancer des projets, ils font appel à des professeurs. Et c'est-à-dire les professeurs c'est-à-dire ils demandent des professeurs d'autres pays. Et c'est important, c'est-à-dire on va faire appel à vous pour discuter de ce qu'ils vont lancer comme appel à projet, la thématique de l'appel à projet. Et aussi prendre évoluer dans sa carrière. C'est normal de toute façon, quand vous publiez dans une revue indexée et que vous déposez pour passer d'un camp à un autre, vous allez dire, j'ai 15 articles, les là, ils sont indexés. Personne ne peut contester. Par contre, quand vous dites que vous avez publié des articles, vous avez écrit des articles, et qu'ils ils sont sur document, c'est vrai qu'on a de la bonne foi, on a beaucoup d'enseignants de la bonne foi, mais il y a aussi quelques profs que de toute façon, l'article il vaut ce qu'il vaut. Et faire rayonner l'établissement, l'université, améliorer le classement de l'université. Chaque fois que vous publiez un article, s'il est bon, il contribue à l'amélioration, c'est-à-dire le classement de l'université, qui est important, et au rayonnement de votre établissement. Et partager ces découvertes, c'est normal, c'est un devoir, c'est le devoir du chercheur et de l'enseignant et du doctorant. Alors, maintenant, vous allez me dire pourquoi publier, pourquoi être indexé, pourquoi chercher à indexer dans Web of Science ou dans Scopus. Parce que ce sont les deux bases de données les plus utilisées par les classements internationaux. Et les critères des classements internationaux, ce sont les critères, vous pouvez chercher ce que vous voulez, mettre des critères que vous voulez, mais vous allez trouver certainement qu'il y a un des classements qui utilise les mêmes critères. Et donc vous avez, c'est-à-dire, ceux-là parlé ce matin de THE, donc vous avez la base de données Scopus utilisée par THE, le classement THE, le classement QS, qui sont deux des classements internationaux les plus connus, et aussi US News, et il y en a plein d'autres. Hein. Et par contre, la base de données Web of Science est utilisée par Shanghai, le classement de référence au niveau international, et utilisé aussi par d'autres classements, Sylvain ou Europe et bien d'autres. Hein. Il y a toute une panoplie donc, de classements internationaux. Je reviendrai là-dessus par la suite. Hein. Alors, quelle revue choisir? Donc il faut bien, entre parenthèses, M. le doyen, il m'a dit que de toute façon il y a eu beaucoup de formations donc, au sein de la FSE concernant ces publications, concernant la bibliométrie. Donc moi j'ai essayé de ne pas aller sur les choses très importantes, c'est tout simplement pour être un complément et pour vous inciter à publier dans ça. Donc la réputation de la revue, moi c'est ce que je dis aux doctorants, vous avez un article qui est à un niveau élevé, qui est à un certain niveau, ne le mettez pas dans une revue qui a un niveau inférieur. C'est-à-dire pour valoriser votre travail. Ne le vendez pas n'importe comment. Faites confiance en vous. Faites confiance en vous. Il a bien dit ce matin, c'est-à-dire, il se peut que vous publiez pour la moindre. Quand on envoie un article sur des revues très réputées, certainement, c'est sûr qu'il ne va pas être accepté dès le premier coup. C'est sûr qu'il va avoir un retour. On va vous dire, tiens, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ceci, il faut peut-être continuer l'expérience ou faire ceci. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et après, à force de forger, on devient forgeron. Donc après, vous-même, quand vous allez regarder un article, tout de suite vous allez le juger pour me dire s'il est correct, s'il est apte à être publié ou pas. Et après, il y a plein d'autres critères, durée d'évaluation, parce que normalement, quand on a les doctorants, je sais que parfois les doctorants ils sont pris par le temps, ils ont envie tout simplement de publier le plus rapidement possible. Il faut le prendre en considération, les traits, type de la revue, est-ce qu'elle est spécialisée ou interdisciplinaire, je reviendrai là-dessus tout à l'heure aussi, la régularité de publication, un certain nombre de choses qui rentrent en jeu. Et aussi, il va bien faire apparaître l'affiliation, c'est-à-dire bien mettre seulement son prénom, et aussi l'établissement et surtout l'université, s'il vous plaît, parce que votre établissement ou votre université perd un tiers des publications qui partent. On n'accorde pas assez d'importance parce que vous publiez mais vous ne donnez pas votre nom correctement. Et surtout les noms composés. Si vous appelez Hashimi El Moustapha,
et bien vous allez avoir des fois Hachimi E point, c'est comme ça qu'on va vous reconnaître, c'est comme ça que votre article va être publié. Aussi vous avez Hachimi M point, et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 15 articles, et qu'une moitié est publiée avec E point, et l'autre moitié avec un M point, et bien vous allez taper, vous allez trouver que la moitié de votre article. C'est-à-dire qu'il faut rentrer l'autre nom pour que vous puissiez voir la totalité des articles. Alors, maintenant, comment ces articles sont utilisés par les classements internationaux des universités? Autrement dit, quel est l'article qui va servir dans l'évaluation des classements d'université, ou autrement dit, quel est le meilleur article. Alors, pour les classements, est-ce qu'on va, c'est-à-dire, chaque fois qu'on vous publie un article, donc il est indexé dans Scopus, automatiquement, c'est-à-dire, on va le prendre, on va l'utiliser dans le classement d'université. Ou on va prendre les 1% meilleurs articles que vous avez publiés, ou les 2,5%, ou les 5%. Et bien, ça dépend des classements. Vous avez des classements qui utilisent 1%, des meilleures publications. Vous avez 2,5, 5, 10, et vous en avez parfois, on utilise la totalité. Alors moi, je vais vous montrer l'exemple de Shanghai pour descendre jusque plus bas, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Pourquoi j'ai choisi Shanghai? Parce que de toute façon, Shanghai, c'est le classement le plus sérieux, le plus crédible, parce qu'il utilise directement des données qui sont prélevées sur la base de données Euroscience. Et donc, c'est-à-dire, si vous avez tant de publications, ils sont là. C'est-à-dire, il va prélever le chiffre, le nombre qui est là-bas. Et donc, vous pouvez vous-même évaluer, regarder s'il n'y a pas eu d'erreur. Les autres classements, comme THE ou QS, qui sont aussi connus, utilisent, entre autres, des indicateurs qui sont basés sur des enquêtes. Et donc, ça introduit un petit peu, je dirais, quelque chose qui est extra-universitaire. Extra de l'université. Et aussi, Shanghai, comme le nouveau modèle de développement, il a bien précisé l'ambition du Maroc. Il a dit que l'ambition d'avoir 2 universités marocaines classées dans le top 100, 4 dans le top 200 et 5 dans le top 500 en 2035. Alors, vous allez me dire, ça c'est vraiment du rêvé. Ben non. Alors, moi, de toute façon, quand je disais ça en 2018, il y a des gens qui m'ont pris pour un gonélin qui me dit c'est pas possible. De toute façon, même vous avez des. C'est une science. Et à mon avis, la FSE doit s'intéresser à ce genre de choses. C'est une science, on peut préparer des thèses, c'est compliqué, c'est pas simple. Et alors, je vais vous montrer le score. Avant de montrer le score, voici les critères de ce Shanghai, qui fait peur à tout le monde. Alors vous avez 10% c'est-à-dire le total ça fait 100, c'est-à-dire il est monté sur 100. Il a ces critères. Le premier critère, c'est lauréat récompensé par des prix Nobel ou des médailles Fields, 10%, c'est-à-dire les lauréats, les étudiants, tout ça. Le personnel de l'institution, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, sur 20%. Et vous avez ce que j'ai en rouge. En fait, l'ensemble des critères est basé essentiellement sur la recherche, soit directement, soit indirectement. Parce que quand vous avez des prix Nobel, c'est généralement sur leur production. Et donc vous avez des chercheurs hautement cités dans les 21 grands domaines, c'est-à-dire les domaines sont cités. Et articles publiés dans Nature Science, et articles indexés dans Science Citation Index Expanded ou Science, vous voyez bien, sciences humaines et sociales, elle est là. Alors, je vais vous demander juste une chose. Je ne suis pas en train de rêver. Et croyez-moi que vous pouvez y arriver, qu'on peut y arriver. Il faut croire avant tout en soi. Il faut croire en soi. En 2018, le Maroc n'existait pratiquement pas dans les universités. Je vous assure, en 2020, tous les voyants verts s'allument à l'international. On a des profs de chez nous, il y a 3 ans qui n'existaient pas, maintenant ils sont porteurs de projets européens. Ça veut dire que c'est un chercheur qui devient à l'international. C'est extrêmement important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les sciences humaines, tout ce qui touche les sciences humaines, elles sont favorisées au niveau du ministère. Et ils peuvent le dire.
Normal peut le dire. C'est-à-dire que chaque fois, quand il y a un appel à projet, le ministère de l'Environnement essaye de faire, c'est-à-dire de donner aux sciences humaines et sociales. Et donc, il faut en profiter. Il faut déposer des projets. Il faut inscrire des étudiants en doctorat, diversifier, c'est-à-dire pour compléter un petit peu les champs qui sont là où on n'a pas de doctorat. Donc, il faut saisir cette occasion pour aller s'affirmer davantage. Alors, donc je vais vous montrer, je m'excuse, là le tableau il est un petit peu, alors, je ne sais pas si on arrive à lire. Alors, les trois colonnes de droite, ce sont des colonnes, alors ces chiffres, ils sont directement piqués de classement Schengen et aussi de classement THE, ces trois colonnes. À titre indicatif, ces trois colonnes, ils donnent juste la dimension d'université. Vous avez la colonne nombre d'enseignants-chercheurs, juste pour avoir une idée sur l'université, et de ce côté, nombre d'étudiants. Et regardez, si je commence par commenter ces trois colonnes. Si vous regardez le nombre d'enseignants, on a. Alors, le tableau il présente un certain nombre d'universités, une dizaine d'universités. Vous avez la première, qui est classée la première, c'est la première. Et vous avez d'autres universités qui sont classées derrière, par palier. On a donc rang 100, entre 101 et 200, et ainsi de suite. Donc il y a une dizaine d'universités. Donc ça, c'est tout simplement le nombre d'enseignants et d'étudiants. On voit bien que dans ces universités, le nombre d'enseignants varie entre 800 et 3500. 800, c'est une université israélienne, et 3500, c'est une université égyptienne. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, mais je dirai tout à l'heure un truc sur l'Égypte. Et les étudiants, c'est entre 16 000 et 50 000. Ce n'est pas les chiffres que nous avons, nous, 120 000 facilement, donc on a des universités de ce style. Alors, si je regarde les six premiers, les indicateurs de Shanghai sont les 6 indicateurs. Alors, je fais abstraction aux 2 premières colonnes qui sont prix Nobel et médaille Fields. Et en regardant ce qui est entre eux en rouge, on va voir que pour la première université, le score, c'est celui au-dessus, et ce qui est en bas, le nombre qui a permis d'avoir ce score. Alors, si je prends, par exemple, la colonne chercheur hautement cité, le score, c'est 100. Et pourquoi il a eu 100? Parce qu'il a 169 chercheurs hautement cités. Qu'est-ce que ça veut dire, 169 chercheurs hautement? Ça veut dire que c'est 169 chercheurs qui ont publié des articles qui ont été cités plusieurs fois. Et donc c'est ça ce qui va influencer sur le classement de votre université. C'est être le meilleur, être un bon chercheur. Et si vous partez à l'international, si vous développez des coopérations, soyez sûr et certain que de toute façon, c'est ça, c'est là où vous allez être. Donc 169, et si vous regardez le nombre d'articles dans Nature Science, alors il a eu 100 aussi. C'est un classement, hein. De toute façon on met le premier, la première, c'est-à-dire le premier, celui qui a le premier nombre, il a 100, et après les autres, c'est mise à échelle. Alors il a 558 articles dans Nature Science. Et aussi l'article indexé dans les 2 bases de données, ça c'est important. Et c'est là peut-être que nous, on peut faire beaucoup de choses. Et donc vous avez le classement des universités. Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup d'universités qui n'ont pas de prix Nobel ou qui n'ont pas de médaille Fields, et pourtant ils sont classés. Si vous regardez, vous avez les 2 premières colonnes, vous avez à partir de 500, je ne vois pas, de 400, pratiquement que des zéros. Donc ils sont comme nous. Alors, si je regarde juste là où j'ai souligné, c'est une université donc italienne, donc ils ont un chercheur hautement cité et ils ont 1033 articles indexés dans ces 2 bases, sur ces 2 plateformes de la base de données Web of Science. Alors ici, je vais, avant de vous donner les chiffres des universités marocaines, je vais quand même rappeler ici parce que les universités africaines et arabes pour montrer qu'est-ce qu'ils ont ces universités pour être classées. Alors, il y a 27 universités africaines et arabes qui ont été classées en 2020, en 2021.
appartenant à 9 pays. Alors bien sûr, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont eu un nombre important classé selon Shanghai donc en 2021 sur le taux de 2020. Alors c'est normal parce que ces pays, ils ont une stratégie, ils ont mis en place une stratégie spécifique pour améliorer les classements des universités, comme d'autres pays européens, que ce soit la France, l'Allemagne, là aussi. Tous les pays, ils ont une stratégie pour améliorer le classement des universités. Les meilleurs étudiants cherchent ces universités. Vous savez, je prends l'exemple de chez nous, de Rabat. Vous avez les élèves de Descartes. C'est-à-dire ils sont en train de pianoter, ils connaissent parfaitement que telle ou telle école est la meilleure. C'est-à-dire, le pauvre enfant, le pauvre élève qui n'a pas ça, qui n'a pas les moyens, c'est lui qui ne cherche pas, il ne connaît pas. Et peut-être, c'est ça ce qu'on va récupérer si on est une université qui n'est pas bien classée. Les universités marocaines, donc on a 4 universités qui sont classées dans le domaine de la physique. Donc on n'a pas d'université classée, mais on est bon dans le domaine de la physique. Alors, quelles sont ces universités? Quelles sont les caractéristiques qu'elles ont? Voici, donc la première université de l'Arabie Saoudite, elle est classée à 101. Il n'a pas de prix Nobel au début d'Eiffels, mais par contre, il a 40 chercheurs hautement cités, et il a donc 24 articles, 4000 ainsi de suite. Alors, ces universités, elles sont gérées comme des clubs de foot. Ces universités partent, c'est-à-dire recrutent à l'international les meilleurs chercheurs. C'est-à-dire qu'ils vont chercher les meilleurs chercheurs et les ramener chez eux pour qu'ils puissent les intégrer parmi les enseignants-chercheurs. Et c'est important, il suffit juste qu'ils mettent le nom, c'est-à-dire qu'il est affilié à cette université, et mettre le deuxième nom, la deuxième affiliation pour notre université, c'est pas grave. Après, il est intégré et il est comptabilisé dans l'université. Et on a un cas au Maroc, on a une université qui a cherché un chercheur hautement cité et qui l'a eu, donc il est cité. Je reviendrai tout à l'heure pour vous présenter. Alors, vous avez bien vu, j'ai souligné un certain nombre de nombres. 800, on voit bien les articles indexés dans les 2 bases de données. Ils varient entre, disons, 700 et un petit peu 1000. Est-ce que nos universités sont capables de publier ce genre de choses? Est-ce que nos universités arrivent à ces chiffres? La réponse est oui. Regardez, c'est ça les réalisations des universités, donc en 2020, qui ont été utilisées pour 2021, pour le classement de 2021. Donc on voit bien les 2 universités, c'est-à-dire l'université de Rabat, il a 950 publications indexées dans les 2 bases, c'est-à-dire que j'ai cité tout à l'heure, suivies par l'université Qadariyat, qui est de 745. On a aussi des articles qui sont publiés dans les Nature et Science. On a 3, 2, 2, 1, 1, 1. Mais malheureusement, on n'est pas classé, c'est-à-dire, en fait, pour qu'il soit comptabilisé pour l'université, il faut qu'il soit l'auteur principal ou le correspondant de l'université. Et c'est important de le savoir. C'est-à-dire, ce genre de choses, il faut les savoir. C'est pour ça que moi, je trouve que le classement d'université, c'est un point d'entrée pour un bon projet pour l'université. C'est-à-dire, si, vous voyez bien, on a des publications, mais nos chercheurs, ils sont classés plus loin, et donc ça ne compte pas vraiment, ça compte que pour 10%, quelque chose comme ça. Parce que le 3e, le 5e, et ainsi de suite, ça compte pratiquement pas. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, Guillaume Sispé, il a un chercheur hautement cité. Je connais très bien, c'est un ami, le président, et on discutait quand il l'avait ramené, et il le suivait tous les jours, et c'est-à-dire quand il montait ou quand il descendait, et c'est un Marocain qui était en Arabie Saoudite, et ils ont réussi à le faire venir. Bien sûr, on mettait le paquet à côté, parce que c'est comme un grand joueur. C'est exactement pareil. Les universités doivent être gérées de cette façon. Soit on les gère de cette façon, soit un jour on va fermer la porte. On n'a pas le choix, parce que de toute façon, on est en train de parler des classements, on est en train de parler qui est la meilleure université. Comment ça se fait que les autres ont le droit de gérer, et se gèrent de cette façon, et nous, on ne peut pas, un jour, absolument, c'est-à-dire qu'on doit être géré de la même façon. Et vous avez, j'ai mis ici en bas, l'Institut national de sciences de l'archéologie et du patrimoine. Alors j'ai ajouté volontairement parce qu'ils ont 3 articles
dans Science, dans Nature et Science, et dans un, il est l'auteur correspondant, c'est-à-dire l'article il est comptabilisé chez eux. Mon objectif, c'est tout simplement de dire qu'on a beaucoup d'établissements, j'en ai fait l'expérience, qui sont très bons dans leur domaine, notamment ça, ou alors comme les écoles de l'agriculture et autres, je ne vais pas les citer, et qui sont très bons. Et des universités, nos chercheurs, nous, vous, on est haut, c'est-à-dire ça serait bien d'aller coopérer avec eux. Si un chercheur, et ils sont demandeurs, parce que de toute façon, nous, on a la main-d'œuvre, on a les doctorants. Et donc, on peut leur proposer des doctorants, on peut travailler dans le cadre d'un projet de recherche, on a les doctorants, et donc si notre chercheur est les deuxièmes, on bénéficie à peu près de 50%. C'est important. Et il me reste, je pense, un slide. Alors, regardez ici, ce sont les publications de Scopus par université. Donc, on est un peu plus à 2700 actuellement pour l'université de Mohamed V. 2300, on a ici Scopus, Web of Science, la première colonne. Et la dernière colonne, vous avez des publications qui servent vraiment pour le classement. Donc, on voit bien, on est à peu près à 50% de ce qu'on publie dans Web of Science, et à peu près un tiers à ce qu'on publie dans Scopus. Autrement dit, c'est-à-dire, puisque je suis en train de parler de la visibilité, il faut chercher la visibilité et il faut aussi bien publier. L'essentiel, c'est de bien publier. Et croyez-moi, sciences humaines et sociales, c'est une mine d'or pour publier. Et dans le Nature, tout à l'heure, l'Institut archéologique, on peut, vous savez, les sciences humaines et sociales ont beaucoup de choses à dire. Mais simplement, il y a cette histoire, il y a ce déclic qui n'a pas eu lieu encore pour aller effectivement à l'international et chercher de façon à être un excellent chercheur à l'international. Alors, quelques petites propositions. Tout à l'heure, le professeur M. Goya, il a dit, il a insisté aussi sur les chercheurs. C'est à nous de le faire. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, il a parlé aussi du problème de la langue. Effectivement, on peut imaginer la création d'un laboratoire de traduction en anglais d'articles écrits en français et en arabe. Il faut très bien l'imaginer, ça veut dire de créer sur place un petit laboratoire qui va sélectionner un certain nombre d'articles et de les traduire. L'université ou la faculté peut prendre les frais de traduction. Bien sûr, il faut sélectionner les articles qui ont beaucoup plus de chances d'être acceptés. Il faut encourager aussi la recherche multidisciplinaire, c'est-à-dire vous avez des équipes avec des collègues qui maîtrisent parfaitement la langue anglaise pour effectivement rédiger des articles et les envoyer ensemble. Encourager la coopération nationale et internationale, extrêmement important. Tout à l'heure, j'avais dit la collaboration et le bon collaboration. Et puis l'encouragement d'encourager les enseignants-chercheurs à utiliser les différents outils bibliométriques relatifs à la recherche scientifique. Ça leur permet de voir un petit peu les orientations, ce qui se fait, et comment les articles sont acceptés. Et le conditionnement des financements, c'est-à-dire si la faculté ou l'université donne des financements, on peut mettre en face, on veut des articles publiés, indexés dans tel ou tel domaine. C'est comme ça que ça peut fonctionner aussi. Et vérification périodique et correction de l'affiliation, bien sûr. Ça vous semble bizarre, mais croyez-moi que chaque université, les statistiques de 2019, un tiers de publications sont perdues comme ça pour l'université. À cause de la mauvaise affiliation, c'est-à-dire on a oublié l'université, parfois on met l'équipe, la structure, l'équipe, le laboratoire, et on oublie l'essentiel. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.